se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. La première histoire de cette semaine nous amène à un endroit mythique de la région, la chute Montmorency. Françoise nous propose la légende de la Dame Blanche. La légende de la Dame Blanche, c'est une histoire qui est un petit peu internationale. Si vous voyagez un peu et que vous avez le plaisir d'avoir une chute, bien souvent, on va vous raconter l'histoire que dans la chute, on voit apparaître une jeune fille. Alors, ce qui va changer, c'est le début de l'histoire qui est rattaché à quelque chose qui s'est passé à l'endroit que vous visitez, mais la fin est toujours sensiblement qu'on voit apparaître une belle jeune fille à travers la chute. Alors, dans notre légende à nous, ici au Québec, c'est rattaché à la chute Montmorency, où on peut voir apparaître l'image de Rose Mathilde. Bonne écoute. La Dame Blanche. La traite des fourrures était un commerce d'échange et l'activité économique la plus importante au temps de la Nouvelle-France entre les colons européens, les Autochtones des Premières Nations et la mère patrie, la France. On échangeait des biens de nécessité tels que des métaux, des couteaux, des hachettes, des bouilloires, des armes à feu, de l'alcool, des vêtements, tout ça contre des fourrures. Les fourrures que l'on chassait, c'était de l'hermine, de la loutre, de martre, le cerf, le chevreuil, l'ours, le renard, mais surtout le castor, dont le feutre fait à partir de poils de castor servait de bourre. Louis-Philippe, un jeune homme fort, beau et charmant, avait obtenu sa licence du bureau du registre officiel pour accompagner une expédition qui s'en allait vers les Grands Lacs. Donc, il avait passé tout l'hiver à chasser et attraper, pagayant le canot d'écorce, faisant le portage du matériel nécessaire à vivre dans des conditions de nature sauvage. Et le long des cours d'eau, il pêchait des poissons pour alimenter le repas, ou sinon, il capturait quelques lièvres et quelques lapins. Le soir, près du feu, il pensait à sa bien-aimée Rose Mathilde qu'il avait rencontrée lors d'offices religieux ou encore lors des récoltes chez son oncle et de la fête des récoltes qui s'en suivait. Rose et Louis avaient échangé quelques regards et quelques sourires et quelques mots avaient suffi pour sceller leur cœur à tout jamais. Rose avait succombé au regard de braise de Louis et ils avaient échangé quelques rencontres, mais sous le regard des adultes qui les chaperonnaient pour s'assurer des convenances. Alors Louis, avant de partir pour la grande expédition, avait fait la demande solennelle au père de Rose. Il s'était endimanché de ses plus beaux habits, puis au moment opportun, il avait demandé au père de Rose, « Monsieur, j'ai une grâce à vous demander, celle d'entrer dans votre famille par l'honneur de votre fille. » Le père avait montré quelques moments d'hésitation, puis il avait dit « Oui, oui, je vous accorde la main de Rose. » Alors, l'heureux prétendant, fort soulagé et heureux, avait, selon les convenances de l'époque, offert des paparmanes à la mère de Rose et il avait osé baiser la main de Rose qui avait rougi. Alors, on s'était entendu par la suite pour une noce durant l'été, s'assurant d'une belle température, et au cas de pluie, on mettrait un chapelet sur la corde à linge. Donc, les bans avaient été publiés. Monsieur le curé approuvait cette union, et c'est-à-dire que l'annonce prochaine de leur mariage avait été faite. Alors, Rose et sa mère s'affairaient à préparer sa dot, à mettre des nécessaires pour le coffre de la mariée, pour sa dot. Enfin, tous les objets nécessaires à meubler une nouvelle maison. Alors, on avait mis des draps, des couvertures, du linge de lit, du linge de maison, du linge de corps, un rouet, une chaise berçante, et le père avait ajouté une pioche, une faucille, des animaux de basse-cour et une vache. Alors, tout était prêt pour la nouvelle maison. Rose et sa mère avaient convenu qu'elle porterait la robe de noces de sa mère, mais avec quelques modifications. On ajouterait un peu de dentelle au cou, quelques boutons, quelques ajustements à la taille, et
mais il faudrait la laver parce qu'il sentait un peu la boulamite et on voulait lui redonner une certaine blancheur. Alors tout semblait parfait. Rose était très fébrile à l'approche de la date de la noce. Mais on entendit, l'été venait à peine de commencer, qu'on entendit des tambours et des clairons. L'armée anglaise se positionnait de l'autre côté sur Lévis et la pointe de l'île d'Orléans. Alors, sous le commandant de l'armée française, le général Montcalm, on réquisitionna tous les jeunes hommes ou les habitants du village à venir se joindre à la milice pour défendre la patrie. Alors, le jeune couple dut se résigner à la séparation. Louis, n'écoutant que son courage, se reporta immédiatement à la milice. Rose et Louis durent se résigner à la séparation. Louis, n'écoutant que son gros courage, alla se reporter à la garnison. Alors Rose passa tout l'été angoissée, se mourant de ne pas avoir des nouvelles de son bien-aimé, que quelque malheur ne lui arrive. Jusqu'au matin du 31 juillet 1759, où on entendit les canons et les baïonnettes. La guerre débutait sur le bas de la chute Montmorency, celle qu'on appellera la bataille de Beauport. Mais soudain, un orage éclata avec éclairs et tonnerres, la pluie tombait comme des clous, tous les soldats étaient mouillés jusqu'à l'os, plus moyen de faire résonner les canons avec la poudre qui était tout mouillée, les baïonnettes. Donc l'armée anglaise battit en retraite. Lorsque le calme fut revenu, l'armée française fit le constat des dommages et un jeune soldat et son commandant vient rencontrer Rose pour lui dire que Louis était disparu durant le combat. On pense qu'il avait été atteint et emporté par les eaux de la chute. Oh, Rose sentit son cœur se fendre en deux. Oh, elle était inconsolable. Elle ne pouvait pas penser, imaginer vivre sa vie sans son homme. Oh! Et durant les mois qui suivirent, elle errait tout le long de la chute, criant son désespoir et son amoureux. « Louis, Louis, où es-tu, mon Louis? » Et à un moment donné, un soir de pleine lune par des grands vents, elle revêtit sa robe blanche de mariée, recouvrit sa chevelure de son long voile et alla tout en haut du sentier de la falaise, pleurant au grand vent son fiancé perdu à tout jamais. Une bourrasque s'empara de son voile, lui fit perdre pied et elle tomba avec un autre coup de vent dans la chute. Ah, le destin, par ce soir de mauvais temps, l'emmenait rejoindre l'homme qu'elle avait aimé. Alors, peu de temps après, les gens situés sur l'île d'Orléans et sur le bas commencèrent à dire que lorsque tu regardais la chute, tu voyais apparaître la forme de la Dame Blanche, sa chevelure au vent et ses bras appelant son bien-aimé. Sa petite chute un peu plus loin fuit le voile de la mariée qui est partie au vent et qui a débuté la petite chute. Alors, quand on se promène près de la chute, on peut encore entendre à travers les eaux bouillonnantes de la chute « Louis, Louis, Louis ». Bien sûr, l'élément majeur du parc de la chute Montmorency demeure la chute en elle-même. Le parc présente aussi d'autres attraits qui méritent d'être connus. Madame Brigitte Bouchard nous parle de ces éléments à découvrir. Les gens sont fascinés par la légende de la Dame Blanche, fait qu'on a beaucoup de questions des visiteurs là, quand ils arrivent sur le site, ça c'est certain. Même malgré, avec tout l'engouement pour la légende de la Dame Blanche, nous, depuis quelques années, on fait des visites guidées avec des personnages historiques sur le site. Fait qu'on a notre propre Dame Blanche qui peut guider les visiteurs. Et qu'est-ce que les gens veulent savoir, justement, de cette légende-là? Bien, c'est la fameuse, le mystère de la Dame Blanche. Hein? Est-ce qu'elle s'est vraiment jetée dans la chute? Son amoureux, toute l'histoire aussi sentimentale autour de cette Dame Blanche-là là, qui fascine les gens. C'est sûr que la chute, c'est notre vedette. Hein? C'est la première raison de déplacement du visiteur, de venir voir la fameuse chute. Mais justement, on peut la voir de différentes façons.
On a un circuit panoramique aussi qui permet justement d'avoir des promenades, des belvédères. On a des sentiers pédestres là, qui permettent justement de traverser le pont suspendu. Alors, le circuit de base, on peut partir du manoir, par exemple, continuer sur le sentier du cottage qui nous amène au pont suspendu pour aller par la suite du côté de Bois-Châtel. Fait qu'on a on a le sentier de base, je vous dirais, pour voir la chute, mais on a quand même aussi le sentier des Résurgences qui va jusqu'en haut de la rivière Montmorency, qui est quand même peu connu des gens, des touristes, je dirais, là. Mais les gens c'est plus achalandé par rapport aux citoyens de Bois-Châtel qui le connaissent, mais c'est un beau sentier pédestre là, qui peut être fait aussi, là. 487 marches, l'escalier. Fait que c'est sûr que c'est emprunté beaucoup par les gens du coin comme activité sportive, mais c'est sûr que ça permet de faire la boucle aussi du site, là, si on veut faire le tour, là, puis faire le circuit complet, là. Le téléphérique, en fait, là, qui a été construit aussi en 1993, qui permet de relier le bas et le haut de la chute. Fait que c'est sûr que c'est utilisé beaucoup par la clientèle, justement, qui veulent... souvent, les gens vont monter par le téléphérique, puis ils vont prendre l'escalier pour redescendre, mais c'est au choix du visiteur. Mais oui, c'est très utilisé là, par la clientèle. Pierre, de son côté, nous raconte une histoire hors du commun avec la Maison Fantôme, maison qui se situe dans le secteur de Château-Richer. Donc, pour la Maison Fantôme, la prochaine légende que Pierre-Joseph va vous raconter, qui a été vécue par son cousin Joseph, comme par magie, ça arrive des fois. Il n'y a pas toujours le diable dans toutes les légendes. Celle-ci, il n'y en a pas. Mais on fait référence quand même à la religion catholique qui avait 7 péchés capitaux. Donc, c'est un avare à qui va arriver des choses très particulières. Et ça montre l'influence de l'Église catholique par rapport à des croyances très fortes. Donc, bonne écoute avec Pierre-Joseph tantôt. Bon, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, en réalité, c'est pas une histoire, c'est un fait. C'est arrivé à mon cousin Joseph. Joseph, le 31 décembre au matin, il était parti à Québec porter des choses chez un commerçant. Il a embarqué ça dans sa carriole, tout allait bien, il est parti de bonne heure, c'était beau, il fait sa run à Québec, il s'en va chercher quelques affaires aussi pour lui. Sur le chemin du retour, au début de l'après-midi, ça allait bien. Mais tout d'un coup, c'est apparu tout d'un coup, une de ces tempêtes. La neige qui tombait à l'horizontale ou à peu près, c'était le vent, c'était... Il n'avait jamais vu ça. Là, il était rendu à l'Ange Gardien, pour vous dire, il regardait du côté de l'île, puis il ne la voyait même pas, tellement il y avait de la poudrerie. Son cheval avait de la misère à avancer. De temps en temps, il était obligé de débarquer, puis d'aller l'aider pour avancer un peu. Là, il était vraiment mal pris. Il ne voyait personne. Là, il descend la côte de l'Ange Gardien, il descend tout doucement. Là, il est rendu à Château-Richer. Là, c'est pire que pire. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien pantoute. Il n'y a pas de personne à l'horizon. Son cheval avait de la misère, ça allait pas bien. À un moment donné, il y a eu comme un petit éclairci. Fait qu'il s'est regardé en haut de la petite colline là-bas. Il y avait une maison avec de la lumière dedans. Il se posait la question. Ça fait des années que je passe ici. Je n'ai jamais vu cette maison-là. Je ne sais même pas c'est qui reste là. Ça fait qu'il prend son cheval à côté de lui, puis il réussit à monter. Bien difficilement, mais il arrive en face de la maison. Il attache son cheval après la galerie. Il met une couverte sur le dos. Puis là, il s'en va devant la maison. À travers la fenêtre, il y avait un beau feu de foyer. Le feu était beau. Il n'avait pas l'air d'avoir grand monde, par exemple. Ça fait qu'à un moment donné, il cogne à la porte. « Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un pour m'aider? Je suis mal pris, je suis pogné dans la tempête! » Pas de réponse.
cogne encore. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Aidez-moi, quelqu'un! Je suis mal pris dans la tempête! Aidez-moi! Là, il entend-tu pas une vieille voix en dedans y dire: Tu peux rentrer, la porte est pas barrée. Il rentre dans la maison, oui. Tout ce qu'il y avait, c'était 2 chaises, une table, un vieux fusil accroché sur le mur, puis un beau feu de foyer. Ça fait que là, le vieux, il dit: Enlève ton manteau! On va te donner quelque chose de chaud pour te réchauffer. Fait qu'il enlève son manteau, il était plein de neige. Il se secoue un peu. Il s'approche. Il était à peu près à 6 pieds du vieux. Le vieux, il avait comme une espèce de voile par-dessus la tête. Il voyait pas le visage comme tel. Il voyait une forme de tête, là, de visage, mais... Fait que là, il demande: Hey! Qui vous êtes, vous? Je vous ai jamais vu dans votre maison, j'ai jamais vu votre maison, c'est qui vous êtes? Pas de réponse. Joseph, il dit: Il doit être sourd, on va parler plus fort. Qui êtes-vous donc? Je connais pas votre maison. Qui êtes-vous? Dites-moi-les! Ça fait que le vieux, il se lave la tête. Puis là, ses yeux apparaissent, son nez apparaît comme faux. Il dit: Je m'appelle Joseph Cloutier. Je vais te raconter mon histoire. Il dit: V'là bien longtemps, un 31 décembre comme aujourd'hui, j'étais dans ma maison, j'étais en train de compter mes pièces d'or, parce que on m'appelle l'avare, c'est pas pour rien. Mais ça cognait à ma porte, puis j'ai pensé que c'était des voleurs qui voulaient prendre mon butin. Fait que là, j'ai tout ramassé, mes objets précieux puis mes pièces d'or, puis je suis monté dans ma chambre de peine et de misère, puis ça arrêtait pas de cogner à la porte, puis ça arrêtait pas de cogner à la porte, mais j'ai pas répondu, pensant que c'était des voleurs. J'ai réussi à m'endormir, demande-moi pas comment, malgré les coups que j'entendais à la porte. Mais le lendemain matin, ça cognait à ma fenêtre au 2e. C'était mon cousin, mon voisin Jean-Baptiste, qui était en haut d'une échelle, puis qui cognait dans ma fenêtre. Il avait affaire à moi, je pense. Je suis allé répondre: Monsieur Cloutier, c'est ce qui s'est passé hier soir. Ben, hier soir. Ben, il dit: Regardez devant votre porte en bas. Il y a quelqu'un de mort. Oh ben, Joseph Cloutier s'est aperçu que c'était pas des voleurs, c'était quelqu'un qui était pris dans une tempête puis qui n'a pas voulu l'aider. Fait que là, pour se faire pardonner, il a organisé une cérémonie officielle, une grand-messe pour l'homme de l'étranger qu'il ne connaissait pas. Il a donné son argent aux pauvres de la paroisse, pensant que ça, ces gestes-là, allaient y faire passer et accepter ça. Mais non. Quelques années après, ma maison passe au feu. Je suis mort dans l'incendie. Quand je suis arrivé en haut, au ciel, le bon Dieu me dit: Le ciel, avec ce qui s'est passé, Joseph Cloutier, je ne peux pas t'admettre ici. Je ne t'enverrai pas en enfer, mais moi t'envoyer au purgatoire. Puis là, écoute-moi bien, à tous les 31 décembre, tu vas apparaître avec ta maison à la même place qu'elle était, puis tu vas être libéré de ce mauvais sort-là quand quelqu'un sera pris dans une tempête, puis tu vas l'aider. Hey, Joseph, le vieux monsieur, le vieux bonhomme, il disparaît. La chaise du vieux bonhomme disparaît. Joseph perd connaissance.
le lendemain matin, à 8 heures, il se ramasse dans sa carriole, bien assis dans sa carriole, à côté du presbytère de Château-Richer. Il s'en va tout de suite cogner à la porte du presbytère pour voir M. le curé. M. le curé, il dit « Ouais, qu'est-ce que tu veux? » Puis là, mon cousin Joseph, il a raconté ça au curé. Ça fait que le curé, il dit « Comment il s'appelait? » Joseph Cloutier. Il dit « On va aller voir dans les papiers. » Il dit « Voilà une cinquantaine d'années, on va prendre le bon registre. » Ils prennent les registres, ils regardent les années. Puis, effectivement, c'est marqué tel quel dans le registre à Château que lors de l'incendie de sa maison au mois d'avril, est mort Joseph Cloutier dans l'incendie de sa maison. Ça fait que si Joseph, mon cousin, nous a raconté ça, bien c'est sûrement vrai. Mais à cette heure, des maisons fantômes, ça apparaît, ça disparaît tellement vite des fois que on ne sait pas. Contrairement à la légende de la maison fantôme, nous avons pu rencontrer un aubergiste qui prend bien soin de sa clientèle. M. Gaston Cloutier nous parle d'une auberge qui est bien connue dans la région, soit l'auberge Baker. J'ai acheté en mai 1975. C'est un livre qui pourrait s'écrire, c'est une pièce de théâtre qui pourrait se faire. Une auberge, là, tout arrive. Il faut être capable de se tourner sur un dissous, comme on dit, puis il arrive des événements, des gens qui sont des fois très de bonne humeur, puis après ça, bien, il arrive autre chose, et c'est beau, l'atmosphère change, alors il faut essayer de marier tout ça. Au début, on était juste restaurant. Okay. Et on s'est appelé Auberge Baker, mais on s'est fait remettre à notre place parce que le gouvernement disait, bien là, une auberge, ça a des chambres. Fait que là, on est devenu restaurant, et on restait restaurant Baker. Mais quand on a quand on a réouvert les chambres en 1988, eh bien, on est devenu aubergiste. Alors là, avec les chambres, c'est un autre paire de manches. C'est 24 heures par jour. Un aubergiste, il faut être disponible, il faut être rejoignable tout le temps ou avoir quelqu'un qui est capable de le faire. J'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe et ça, bien, ça a été le secret. À la fête de Sainte-Anne, à l'époque où c'était très populaire, d'ailleurs, l'auberge était ouverte sûrement à cause de ça, dans le temps, en 1936, à cause de la basilique. Les gens n'avaient pas de place à coucher. C'est simple, ils arrivaient, puis bon, on couche où? Okay. Bien, j'ai pas de place. Surtout à l'époque, on n'avait pas de chambre. Alors, il y en a qui ont couché dans l'entrée, il y en a qui ont couché dans leur auto dehors, il y en a qui... Bien là, il fallait les recevoir, il fallait leur dire, tu sais, puis le téléphone sonnait, ou on se levait, puis on allait les voir, on allait les encourager, puis leur dire, bien, écoutez, il n'y a plus de place nulle part, même à Québec. Il faudrait aller jusqu'à Charlevoix. Tu sais, c'était comme ça, là, dans le temps, là, avec la basilique. C'était incroyable. La fête Sainte-Anne, le 25, là, on passait la nuit debout à faire cuire des agneaux pour les gypsies, à faire toutes sortes de choses qu'on ne s'attend même pas de faire. C'était un fun aussi avec l'équipe, là, tu sais. Il y en a qui restaient avec moi le soir, puis on s'occupait de travailler là-dessus. Ça a débuté avec M. Baker, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alvin Baker avait entendu parler que la maison ici, lui, il avait ouvert une auberge en avant de la route de la station à Château-Richer. Puis il avait besoin de plus de place. Il était anglophone. Alors, il est venu voir mon grand-père, puis il a demandé de faire une auberge ici. Mon grand-père dit « Tu peux pas » parce que le curé a placé des gens. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social. Alors, il y avait une famille qui vivait ici. Lui, il était tellement, tu sais, au monde, là, il était plus que moi encore, pas mal. Il a dit « Je vais lui construire une maison sur la côte, puis c'est correct, je vais m'occuper de ces gens-là. » Puis là, il a ouvert l'auberge en 1935. Évidemment, au début, ça devait être pas mal plus difficile, sauf dans le temps de la fête de Sainte-Anne, parce que là, il avait fait une affiche en avant, puis c'était marqué « We are English ». Fait qu'il y avait beaucoup de touristes américains qui avaient beaucoup de péchés. Les autres, il fallait qu'ils aillent. Ils voulaient gagner leur ciel, alors il allait à Sainte-Anne, et puis lui, bien, il savait que les Américains étaient plus argentés aussi. Bien, moi, je l'ai connu quand j'étais très jeune, j'avais peut-être 6-7 ans. Okay. On venait marcher dans la route, évidemment, avec ma mère, puis mes parents. Puis là, quand on passait en avant, tu sais,
Bien là, il nous faisait rentrer, puis il l'appelait les petits cimards, parce que mon grand-père était cimard. C'est mon grand-père maternel qui a loué d'abord la maison et qui ont vendu. You are always on time. Ça, là, ça veut dire 24 heures par jour, tu arrives ici, on te reçoit, t'as pas mangé, on te fait à manger. Et là, il téléphonait à son cuisinier qui rentrait ici, je sais pas, à 11 heures du soir, pour refaire la cuisine pour cette personne-là, ou sa femme le faisait. Il n'y avait pas de bout. Au début, c'était très modeste, mais évidemment, c'était all you can eat, tout ce que tu peux manger, pour 50 cents. C'est sûr, 50 cents, à l'époque, c'était plus d'argent que maintenant, parce que c'était facile de trouver des employés à 2 $ par jour à cette époque-là. Il y avait 5 chambres à coucher ici à l'étage, 2 dans lesquelles on est, là, et puis il y en avait 3 autres. À l'étage, j'avais rien. Alors, M. Baker, bien, lui, a conservé ces chambres-là ici, à l'époque, mais il a fait 5 chambres. Il y a 9 chambres qu'il avait bâties en haut. C'était des petites chambres avec un lavabo dedans. C'était comme ça à l'époque. Et puis en arrière, bien, il a construit une salle. Une salle qui était plus petite que celle-là au départ. Et les gens mangeaient à l'arrière. Et ça, c'était à l'année parce que au début, il était ouvert tout le temps, là, de 33 à peut-être 40 après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, là, il fermait l'hiver parce que les touristes étaient moins là. Mais au début, bien, comme il vivait ici, puis qu'il faisait tout ici, bien là, il vivait et il ouvrait à l'année. Il avait bâti une cabane à sucre en avant pour, au printemps, faire des parties de sucre. Donc, toujours bien placé. Ah oui, il était assez exceptionnel. D'ailleurs, c'est le premier, je crois, qui a eu un permis d'alcool. OK. Parce qu'il n'y avait pas de permis d'alcool à l'époque. Et il se faisait un peu de par en dessous, évidemment. Mais je me souviens que le motel Roland, à Sainte-Anne-de-Beaupré, est venu s'installer à Château-Richer, de l'autre côté de la rivière, parce qu'ici, à Château-Richer, on avait le droit d'avoir des permis d'alcool. Alors qu'à Sainte-Anne, il n'y avait pas le droit. C'était... Non, c'était une dry city, comme ils disent en bon français. Restez aux aguets, car très bientôt, nous vous présenterons d'autres légendes.